Bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans ce troisième épisode des films inoubliables, spécial Halloween. Aujourd'hui, on va parler d'un classique qui a lancé la mode des slashers à la fin des années 70. Je veux parler de Halloween, la nuit des masques. À cette époque, la domination de la Hammer avec ses films d'horreur du genre Dracula, Le Chien des Baskerville, etc., est en perte de vitesse. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Je reviendrai un jour sur les films de la Hammer que j'adore, mais je pense sous forme de petits courts-métrages. Disons que Halloween, la nuit des masques fait partie de cette nouvelle mouvance des films d'horreur et qu'il a véritablement lancé un sous-genre des films d'horreur, le slasher. Et qu'est-ce que c'est qu'un slasher? Je vais prendre la définition Wikipédia, je prends mes feuilles pour ne pas dire de bêtises. Alors, le slasher de l'anglais slasher movie est un sous-genre cinématographique du film d'horreur. Un slasher met systématiquement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, parfois défiguré ou masqué, qui élimine méthodiquement les membres d'un groupe de jeunes ou d'autres personnes, souvent à l'arme blanche. Alors on peut dire que le genre est peut-être né avec le grand Psychose d'Alfred Hitchcock ou alors avec Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Et comme je l'ai dit précédemment, ce genre répond à des règles précises, donc c'est souvent un tueur masqué défiguré avec un couteau qui s'attaque à une bande de jeunes ados débiles. Et il y a évidemment la Scream Queen, qui est souvent la dernière survivante. Alors le film est réalisé par le grand John Carpenter, un réalisateur un peu touche-à-tout, à qui on doit notamment des films comme The Fog, New York 1997, L'Antre de la Folie, Christine, Halloween, etc., et j'en passe. Il n'a pas toujours connu le succès, mais énormément de ses films sont maintenant cultes. Il a coécrit le scénario avec sa petite amie de l'époque, Debra Hill. Ils ont pondu le script en 3 semaines et le film a un budget de 325 000 $ quand tu sais qu'à la fin, il en a rapporté 47 millions. Le casting ne comporte pas de véritables stars, hormis Donald Pleasence qui avait joué le rôle de Blofeld dans l'excellent James Bond On ne vit que 2 fois. I am Ernst Stavro Blofeld. Le rôle que tient Donald Pleasence est celui du Dr Samuel Loomis, rôle qui avait été proposé avant à Peter Cushing ou alors à Christopher Lee, des grandes stars de la Hammer. Tous les deux ont refusé pour faute de cachet peu conséquent. Christopher Lee regrettera justement de ne pas avoir participé à ce Halloween. Et pour finir, le rôle de la Scream Queen est attribué à Jamie Lee Curtis, qui était encore une illustre inconnue à l'époque, mais elle est quand même la fille de Tony Curtis et de l'actrice Janet Leigh. Janet Leigh qui était la femme qui se faisait tuer dans la douche dans Psychose. Et Carpenter voulait tabler un peu sur le fait de la célébrité des parents pour faire connaître un petit peu son film. Et alors, de quoi ça parle? Le jeune Michael Myers, 6 ans, le soir d'Halloween, tue sa sœur d'un coup de couteau. Il est interné et emprisonné jusqu'à sa majorité dans un asile psychiatrique où il est suivi par le docteur Loomis. Mais au cours d'un transfert, il réussit à s'échapper et retourne dans sa ville natale pour assouvir sa folie meurtrière. Alors je dois vous avouer que j'ai découvert ce film justement à travers cette critique parce que je cherchais un classique de l'horreur. Moi à la base je connais plus les univers de Vendredi 13 ou alors de Freddy que j'ai quasiment tous vus et j'aime énormément la saga Scream qui critique énormément justement le genre du slasher. Et je dois dire qu'en fait, j'ai pas été déçu du tout par le film, mais c'est vrai que tu vois qu'il a été fait avec un budget dérisoire. Tu te rends compte justement qu'il y a énormément de scènes qui se passent en extérieur où les personnages marchent, t'as effectivement peu de personnages. Et pour la petite anecdote, les acteurs étaient obligés de porter leurs vêtements personnels et les voitures qu'on voit au cours du film, en fait, sont les voitures personnelles des gens qui travaillaient pour la production. Et je sais pas si c'est parce que maintenant je réalise de sortes de petits courts-métrages, que j'apprécie énormément justement tout ce côté débrouille dans des films indépendants. Carpenter, dès le début du film, arrive à te créer une ambiance de dingue à couper au couteau. Ça commence justement avec le premier assassinat de Michael à 6 ans. On le suit justement dans un plan à la première personne. Il met un masque sur la tête, donc on voit à travers le masque et en fait, c'est vraiment immersif et t'as un côté vraiment voyeur qui est très appréciable.
Justement, tu vois le petit Michael qui suit sa sœur, qui vient de coucher avec son copain, qui a les seins à l'air, et là, boum, il la zigouille. Et je veux dire, c'est qu'en fait, malgré un budget dérisoire, en fait, t'as pas besoin de grand chose pour avoir de bonnes idées de mise en scène et de très bien justement les mettre en scène. Cette scène m'a beaucoup rappelé l'histoire vraie de Amityville où en fait un soir un homme a tué absolument toute sa famille à coups de fusil, ce qui donnera lieu après à un excellent film d'horreur. Dans le film, on se rend compte justement qu'on ne voit pas énormément Michael Myers, il fait quelques apparitions subliminales, un coup je te vois, un coup je te vois plus. Ce qui laisse vraiment planer une menace autour des personnages principaux, une menace qu'on ne peut identifier. Mais quand ça part vraiment en tuerie. Je pense notamment à la scène du placard qui est vraiment très marquante et excellente. T'as vraiment un très bon travail au niveau du personnage de Michael avec ce masque blanc où aucune expression n'est dégagée. En fait, Carpenter a dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Yul Brynner dans le film Westworld. Justement, il voulait que Michael ait un côté robotique, inexpressif et que rien ne pourrait t'arrêter. T'as également un formidable travail au niveau du son. On entend toujours cette respiration mêlée au masque en plastique qui est vraiment très angoissant, digne en fait de la respiration de Dark Vador dans les Star Wars. D'ailleurs, avec le temps, le masque est devenu aussi iconique de la saga. Si vous ne le saviez pas, en fait, il s'agit d'un masque de William Shatner, alias le capitaine Kirk dans la série Star Trek, que justement les décorateurs ont modifié. Et même ce masque permet de donner un visage au mal parce qu'on ne voit que très peu, en fait, le vrai visage de Michael Myers. Il est d'ailleurs souvent qualifié comme étant le mal incarné, que rien ne peut t'arrêter. Et comment réussir un film d'horreur un peu fauché? Eh bien justement, tu ponds une musique absolument mythique que Carpenter a composée lui-même. Alors quand on voit ce film en 2021, il faut prendre un peu de recul parce qu'on pourrait trouver ça justement cliché et kitsch, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à ce film que les clichés sont nés, du genre les ados qui baisent meurent, les gens qui perdent leurs clés au pire moment, la Scream Queen, la fausse fin, la fausse mort, et puis la dernière survivante qui est souvent féminine. Et c'est pour ça que pour moi, Halloween, la nuit des masques est un film inoubliable. Disons que toutes ces sagas, que ce soit Halloween, Vendredi 13 ou alors Freddy, ont tous eu le même problème, le deuxième et le troisième est pas mal, mais après toutes les suites deviennent mauvaises parce que le concept commence à s'étirer jusqu'à la rupture. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle quand on a étiré et épuré un concept? Eh ben, on fait un reboot qui est souvent tout aussi mauvais. Exception faite d'Halloween qui bénéficie justement d'un excellent reboot réalisé par Rob Zombie. D'ailleurs, si vous avez du mal avec la version de 78, je vous conseille ce reboot qui est vraiment excellent. Et maintenant, tu as même la grande nouveauté. Qu'est-ce que tu fais quand les suites sont nulles, les reboots moyens? Eh ben, tu prends le premier, tu vires tout le reste et tu sors la suite officielle. Et c'est ce qui s'est passé avec Halloween sorti en 2018 qu'a réalisé David Gordon Green, que je traiterai très prochainement dans une vidéo. En bref, revoyez Halloween, la nuit des masques pour animer justement votre soirée d'Halloween. C'est un classique de l'horreur, très prenant, très surprenant et qui ne fait pas du gore pour faire du gore à la différence de certains films actuels. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si le format vous a plu parce que ça aide énormément la chaîne. Surtout, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voir un film. À bientôt.